Bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette édition du jeudi 5 février. Voici les principales informations que nous allons développer. L'inquiétude grandit dans les archipels éloignés. La délégation de service public accordée à Air Tahiti approche de son terme et elle n'est pas encore reconduite. La compagnie ne propose donc plus de billets à partir du 1er juillet vers les îles qu'elle dessert grâce à ce dispositif. Une situation qui pose la question de l'accès aux îles et du service public aérien. C'est la fin d'une aventure éditoriale de 25 ans. Une page se tourne pour le magazine fénois Orama qui a publié aujourd'hui son dernier numéro. Celles et ceux qui l'ont fait vivre témoignent ce soir. Entre souvenirs, engagement et émotion, un adieu à une voix qui a marqué plusieurs générations. Sensibilisés au climat dès le lycée, des élèves du lycée du Diadème ont pris part aujourd'hui à une fresque du climat, un atelier collaboratif pour mieux comprendre les causes et les conséquences climatiques à travers un outil pédagogique reconnu. Pour aller plus loin sur cette initiative, nous recevons ce soir le proviseur du lycée du Diadème, Pascal Charlery. Interview dans un instant. Enfin, comme chaque jeudi, coup de projecteur sur les talents d'ici qui brillent ailleurs. L'actualité de nos sportifs, ce sera avec Désiré Teibao. Une incertitude pèse donc sur le transport inter-îles. La délégation de service public d'Air Tahiti arrive à échéance au mois de juin et elle n'a toujours pas été reconduite par le pays. Conséquence directe, aucune vente de billets n'est possible à partir du 1er juillet vers les 34 îles concernées. Résultat, l'inquiétude grandit dans les archipels éloignés. Thomas Chabrol, Tauhiti, Tauniwa Moussan. Dans les archipels, une incertitude pèse sur le transport aérien inter-îles. La délégation de service public d'Air Tahiti arrive à échéance le 30 juin. Sans prolongation ou nouvelle DSP signée, la compagnie ne peut pas mettre à la vente ses vols à partir du 1er juillet. Les tarifs et les fréquences sont fixés par le pays. Nous sommes actuellement en discussion avec l'opérateur historique pour une prolongation de cette DSP pour se laisser le temps, puisqu'on a commandé un nouveau schéma directeur de l'aérien domestique. On ne peut pas décemment proposer une nouvelle DSP avant d'avoir eu les résultats de ce schéma directeur, d'où cette demande de prolongation d'1 an de la DSP actuelle. Alors que le calendrier de réservation de séjour en Polynésie débute à l'international, impossible de réserver actuellement un séjour dans certaines îles comme Mani'i, Mataiva, Wapo, Wauka ou Raivave ou Rurutu. Une situation qui bloque toute visibilité à la fois pour les habitants des îles, les voyageurs et les professionnels du tourisme. L'île de Mangareva, au Gambier, est desservie par 2 vols hebdomadaires. L'organisation touristique de l'archipel pourrait être fragilisée si la prochaine DSP est modifiée. De un vol en 97 que j'avais en 97, aujourd'hui on en a 8 et je ne sais pas si Air Tahiti va pouvoir continuer avec 2 vols par semaine. Et du coup, c'est pour ça, avec le comité du tourisme, nous avons préparé avec tous les acteurs économiques de notre archipel des événements tous les 2 mois afin de pouvoir attirer du monde davantage et pouvoir remplir les vols du samedi et du mardi. La desserte aérienne, véritable lien entre Tahiti et les îles éloignées, est pour l'instant mise en suspens pour les 6 derniers mois de l'année. Une candidature sur le regard de la justice. Pascal Haïti, la compagne de Gaston Flosse, pourrait voir sa candidature aux élections municipales impactée par une décision de justice. Elle concerne l'affaire dite des faux baux du studio de Papeete, un dossier dans lequel Gaston Flosse est aussi impliqué. En avril dernier, la Cour de cassation avait partiellement cassé le jugement condamnant les époux Flosse. La juridiction n'a pas remis en cause leur culpabilité, mais demande à la Cour d'appel de motiver davantage les peines prononcées, dont une peine d'inéligibilité de 3 ans. Selon l'avocat de Pascal Haïti, cette dernière sera fixée sur son sort le 19 février.
Le directeur de la Caisse de prévoyance sociale s'exprime ce soir après un envoi de mail qui a semé le trouble mardi. Un mail dans lequel la CPS demandait aux salariés qui ont aussi une patente de s'affilier au régime des non-salariés. Problème, la réforme en vigueur depuis le 1er février ne dispose pas encore d'arrêté d'application. Ils seront pris lors du prochain Conseil des ministres. Face aux réactions et aux interrogations, Pierre Frébault clarifie la situation. Ses explications au micro de Yann Roy. Dans les prévisions, effectivement, la loi dit s'appliquera à compter du 2 février, le 1er février. Mais vous savez, tout le monde sait qu'une disposition de loi, il faut des modalités d'application. En France, ça s'appelle un décret. Ici, nous avons des d'application. Dès lors que le Conseil des ministres n'a pas pris encore la décision définitive sur les modalités d'application, or, comme vous l'avez entendu le ministre, c'est prévu pour mercredi prochain. Donc, ce sera véritablement le départ de la procédure. Et je pense qu'à cet effet, le ministre va l'annoncer lui-même en allant dans les détails sur mesure. Voilà. Donc effectivement, quand j'ai vu que le système informatique avait envoyé, j'ai dit qu'il faut absolument rattraper le coup. On arrête tout, attendant que les actes réglementaires soient bien mis en place pour pouvoir ensuite procéder à l'accueil des personnes qui doivent se déclarer. Une page se tourne après 25 ans d'engagement et de récits au féminin. Le magazine fénois Orama publie aujourd'hui son tout dernier numéro. À l'heure des adieux, celles et ceux qui ont fait vivre ce magazine témoignent, racontent les combats, les succès et l'héritage laissé à plusieurs générations de lectrices. Un dernier numéro et beaucoup de souvenirs. Le reportage de Thomas Chabrol et Tauhiti Tauniwa Moussan. Alors là, c'est le premier numéro du magazine Fénoorama qui est sorti en 99. C'était le début de l'aventure Fénoorama en fait. Pendant 25 ans, le magazine féminin a accompagné des générations de Vaïnés dans leur quotidien. Premier du genre à l'époque, il était d'abord imprimé en noir et blanc. Seules les publicités sont en couleur. Ce n'est que 10 ans plus tard que la couleur vient remplir toutes les pages du magazine. Le Fénoorama est tiré à cette époque à 15 000 exemplaires, avec ses portraits, ses rubriques santé, beauté, mode, relooking ou encore jardinage. Isabelle Le Sourd a été au cœur de la rédaction pendant toutes ces années. Il n'y a pas de portrait type. On va sélectionner un parcours inspirant, une femme qui se lance dans une activité d'artisanat, une femme qui est engagée dans l'écologie, une cinéaste. En fait, il n'y a pas vraiment de... Ce qu'on aime mettre en valeur, c'est valoriser, c'est les parcours des femmes et leur ascension, ou leur épanouissement, et leurs compétences, quoi. Pour l'équipe qui a fait vivre ce magazine pendant un quart de siècle, la disparition du titre marque un tournant dans la presse papier du Fénois. Cette journaliste et secrétaire de rédaction veut garder en souvenir les témoignages poignants qu'elle a recueillis auprès des femmes. Elle espère que les voix et les visages des Vaïnés qui ont fait le Fénoorama continueront d'inspirer. C'est aussi très dur pour nous parce que c'est vraiment un nouveau titre de presse qui disparaît. J'en ai déjà vécu plusieurs. En fait, j'étais aux nouvelles. J'ai vécu la fin des nouvelles, j'ai vécu la fin de La Dépêche. Bon, à ce moment-là, on était au Fénoorama, mais à cette époque-là, le Fénoorama faisait partie du groupe La Dépêche. Du coup, c'est à nouveau la perte d'un titre de presse locale qui était quand même une institution, qui était un peu une institution dans le paysage. Donc c'est toujours dur de dire au revoir à ça, de dire au revoir à un titre, de dire au revoir à des créations qu'on a créées avec, comme tu disais, toute une équipe, des collègues, des collaborateurs, des annonceurs et puis des lectrices et des lecteurs aussi. Côté coulisses, en dehors de la rédaction, des prestataires ont aussi contribué aux séances photos pour les couvertures du magazine. C'est plein de souvenirs, c'est plein de rencontres, c'est plein de moments partagés, c'est plein d'expériences, aussi bien le calvaire que de la joie. Faut pas oublier, les shootings photos, des fois c'est technique. Je regrette qu'on perde un beau support et qu'a bercé toutes nos années de mode, qu'a bercé mes débuts. Le dernier numéro, le 312e du nom, vient d'être livré en kiosque. Un spécial Saint-Valentin avec à la une Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 et Kevin Bourrez.
Voilà, focus à présent sur cette initiative pédagogique au cœur du lycée du Diadème. Une fresque du climat a été réalisée par des élèves. Un exercice inédit dans une école au Fénois sous forme d'atelier pédagogique et participatif. Les étudiants ont pu mieux saisir les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Une initiative éducative qui vise à former des citoyens plus conscients et engagés. Pour parler de ce projet, le proviseur du lycée du Diadème est notre invité, Pascal Charlery. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pourquoi avoir accueilli cette fresque du climat au sein de votre établissement ? C'est une belle opportunité, donc forcément on l'a saisie rapidement. Pourquoi ? Parce que je pense que dans nos missions de création des parcours dans l'éducation nationale, c'est important qu'on puisse accompagner la réflexion des jeunes qui nous sont confiés et surtout par rapport à des problématiques actuelles, locales particulièrement. Donc dans l'idée de construire des citoyens plus éclairés, qui seront conscients et qui seront à même de faire des choix bientôt. Je crois qu'on était en plein dans notre rôle. Qui est à l'origine de ce projet ? La direction, les élèves eux-mêmes étaient peut-être demandeurs. C'est assez partagé. Comment s'est fait ce partenariat finalement avec la Fresque du Climat, qui est une association ? Tout à fait. C'est assez partagé en fait. L'origine est venue de professeurs qui sont venus me présenter l'idée. Il est vrai que dans la politique établissement, c'est déjà quelque chose qui était assez présent, toute cette réflexion sur le développement durable, la protection lagonaire. On a plusieurs projets dans l'établissement, donc ça s'inscrivait tout à fait dans une logique pédagogique. Et puis, moi, c'est quelque chose que je connaissais déjà dans un autre établissement, puisque j'ai travaillé à Dubaï, on avait pu développer cette possibilité-là. Et voilà, les planètes se sont alignées, je dirais. Et on a également un projet qui est là depuis plusieurs années, les éco-délégués, pardon. On a eu l'occasion de faire des reportages dessus, il me semble, également sur TMTV. Tout à fait. Et ça permettait de donner du corps aussi à leur mission. Donc voilà, encore une fois, les planètes alignées m'ont complètement convaincu. J'ai été très séduit par la présentation par l'association et Karine Lefranchec. On voit les élèves là à l'image, on vient de les voir. Qui sont-ils ? Vous les avez sélectionnés finalement pour cette fresque ? Alors, on a eu plusieurs méthodes de travail. Évidemment, les éco-délégués ont été en première position. Il y a eu également les délégués de classe et puis des élèves qui étaient particulièrement mobilisés par la question. Et également des enseignants et des personnels de l'établissement, puisque l'idée, c'était également de diffuser sur l'ensemble de l'établissement ces bonnes pratiques et ces bonnes réflexions, puisque les réflexions collaboratives sont très riches et elles s'appuient dans le cadre de la fresque du climat sur des données aussi scientifiques. Oui, justement, j'allais y venir plus concrètement. Comment elle se réalise cette fresque ? On les voit en activité. Ils sont accompagnés par des fresqueurs et des fresqueuses. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers plus concrètement ? Alors, ce sont des ateliers qui sont sur une durée de 3h à 3h30. Les ateliers sont organisés par table, donc les jeunes sont entre 7 et 9 par table, et par table, il y a donc un animateur qui accompagne leurs réflexions et qui prend en compte leurs considérations, leurs remarques sur les problématiques de climat et de changement du climat. Donc ça peut partir de leur propre expérience sur ce qu'ils peuvent vivre ou sur leur propre engagement, puisque certains sont aussi engagés dans des associations locales pour protéger le Fénois. Donc là aussi, une problématique et un fonctionnement qui est très riche et qui permet d'enrichir le parcours de nos étudiants et de nos élèves. Alors vous l'avez dit, la plupart de ces élèves sont déjà sensibilisés quelque part à la question de l'environnement. Est-ce qu'ils ont tout de même été surpris par quelques informations qui ont pu émaner ce matin sur le changement climatique ? Certainement surpris et un petit peu également, il faut qu'on fasse attention, puisqu'on veut éviter les tons moralisateurs, on veut vraiment que la réflexion vienne de ce qu'ils vivent. Donc pour certains, ça a pu bousculer effectivement leur journée, puisque quand on parle de changement climatique, on parle de risques de déplacement de population. On sait qu'en Polynésie française, certaines îles et certains archipels risquent d'être impactés rapidement. Donc toute la finesse de la réflexion, c'était rendre conscients les jeunes de ces risques, mais également comment les éviter, comment les ralentir,
et quelles propositions eux-mêmes en tant que jeunes ils peuvent faire pour réfléchir à des solutions qui sont vraiment possibles. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont également réfléchi à des solutions qui peuvent impacter la vie dans l'établissement. Et ça, c'était très riche aussi. Donc c'est allé beaucoup plus loin finalement dans la réflexion. Dernière question, est-ce que en tant que chef d'établissement, vous sentez plus globalement que les jeunes d'aujourd'hui sont plus sensibles à la question du dérèglement climatique aujourd'hui ? Le quotidien nous y engage de toute façon. Il est vrai que pour un chef d'établissement et également pour tous les enseignants, notre responsabilité est grande puisqu'il s'agit de faire émerger des consciences. Il s'agit de ne pas avoir un ton moralisateur non plus. On n'est pas sur de l'accusation. Je crois qu'on est en train de effectivement faire émerger des solutions et des réflexions. Nos jeunes sont effectivement les mieux placés. Ce sont peut-être pour certains les décideurs de demain. On avait des étudiants également aujourd'hui, des étudiants de classe préparatoire, donc avec certaines connaissances aussi. Et cette mixité de public nous a permis également de voir que des élèves ont de bonnes idées. Voilà. Le lycée du Diadème qui donc est très engagé dans cette cause de l'environnement. On imagine que d'autres projets vont suivre au courant de l'année. Merci beaucoup Pascal Charlery d'avoir été notre invité. Merci pour l'invitation Sophie. On parle politique maintenant. Les élections municipales approchent et la campagne s'installe. C'est le moment d'ouvrir notre page spéciale. C'est une candidature qui pourrait rebattre les cartes à Papeete, celle de Tematei Legaïk. La jeune figure indépendantiste se lance dans la course au municipal sans le soutien d'Oscar Temaru. Une prise de distance assumée alors que le candidat et sa liste Tutei i Papeete affirme vouloir sortir des clivages idéologiques pour se concentrer sur les enjeux locaux et le quotidien des habitants de la capitale. Veimitierlo, Jeanne Tinorua. Pas d'éclat de voix, juste une détermination et des ambitions pour la capitale. Sa légitimité, Tematei Legaïk l'estime intacte. Le congrès du parti l'avait validé. J'ai été choisi par le congrès pour représenter le Taveni Huir Atira. Aujourd'hui, Oscar Temaru souhaite soutenir Tawhiti Nena pour des raisons qui sont liées à une logique globale de questions d'indépendance. Et je l'ai dit concrètement au président Oscar Temaru, ce n'est pas le besoin des habitants de Papeete. Les habitants de Papeete ne me parlent pas du conflit entre autonomistes et indépendantistes. Ils ne me parlent pas de la question des terres rares, il ne parle pas de la question de l'ONU. Un discours pragmatique qu'il applique au dossier brûlant de l'urbanisme. Le candidat s'oppose fermement au projet immobilier imposé sans l'accord des riverains. Il cite l'exemple de l'immeuble Naya prévu à Pouéa. Pour lui, aucune construction ne doit se faire sans une réelle acceptabilité sociale validée par des conseils municipaux délocalisés. Au-delà de l'urbanisme, il prône la création de cœurs de quartier et la sécurisation des abords des écoles comme à Teimoana. Son objectif est clair, valoriser l'intérieur de la ville et ses quartiers pour ne plus se focaliser uniquement sur le front de mer ou le centre-ville. Ils me parlent de leur quotidien, de leur dodane, de leur abribus, de leur maison de quartier, de leurs facilités administratives. Tout gratuit, c'est uniquement pour l'apparat des élections. Ces discours démagogiques, évidemment qu'on les comprend, mais ce n'est pas du tout en réalité de ce que peut faire la commune et de ce que attendent les habitants de Papeete. Après cette première prise de parole ce matin, le candidat prévoit désormais d'aller à la rencontre des habitants pour détailler son plan Papeete 2045. Un test de popularité grandeur nature dans une capitale où la bataille pour la mairie s'annonce déjà très disputée. Après Papeete, direction Fa'a, où s'est tenue dans les jardins de Hotuarea la conférence de presse de Amuitatou no Oefa'a, une liste autonomiste et ouverte, fruit d'une union entre les grandes formations politiques autonomistes du pays, des membres du Taveni Huir Atira et des personnalités engagées de la société civile. Parmi les priorités pour la commune, l'insécurité, la gestion des déchets ou encore de la détresse sociale. À la tête de cette liste, Moehara Tupana, elle détaille son programme au micro de Huanuia Tuahiva. Cette liste est une liste de rassemblements autonomistes, mais pas que. Alors on me pose la question très souvent, mais c'est une liste politique. Alors je dirais que c'est une liste politique et citoyenne. C'est-à-dire qu'elle est politique par sa vision et citoyenne par ses racines. Enfin, on voudrait que ce soit une ville verte, une ville sécurisée, une ville où on se sent bien, une ville où nos enfants peuvent grandir sereinement, une ville aussi
Parce que Fa'a est riche, elle est riche de ses familles, de sa jeunesse, de ses associations. Fa'a n'a pas besoin d'un combat politique de plus. Et ce que je souhaiterais instaurer avec mon équipe, c'est un débat serein, pas idéologique, pas qu'idéologique. Je pense que Fa'a mérite quand même qu'on lui rende sa dignité. Voilà, et c'est ainsi que se referme notre page spéciale consacrée aux élections municipales. Nous continuerons à suivre cette campagne et à vous informer jusqu'au scrutin. Et place au sport maintenant. Ils font rayonner le Fénois à l'international. Tout ce qu'il faut savoir pour suivre nos champions loin de chez nous, c'est tout de suite dans Théara Sport. Et c'est avec Désiré, bien sûr. Désiré Teibao Yorana. Yorana Sophie, Yorana à tous. Alors on commence direction Hawaï, sur l'un des spots les plus redoutés de la planète surf, Pipeline, où Kaouli Vast s'est illustré. Le champion olympique de Teahupo'o est passé tout proche de la qualification pour le Tour mondial de surf. Le Tahitien a disputé cet après-midi les quarts de finale du Lexus Pipe Challenger. Il devait passer ce quart de finale pour se qualifier, mais ça ne passe pas pour le Tahitien qui se contente de la 3e place de la série. La compétition s'arrête donc pour lui là, mais il fait un grand pas vers son objectif final. Il aura une nouvelle chance de qualification le mois prochain en Australie, Sophie. Et on pense aussi, Désiré, à nos surfeuses tahitiennes, toujours engagées à Pipeline. Oui, on parle de Wahine Fierro et de Tia Zebrowski. Les deux Tahitiennes attendent de pouvoir s'engager sur la série du 2e tour. À noter que les deux Tahitiennes vont disputer la même série et si les conditions le permettent, elles devraient pouvoir surfer dès demain, Sophie. Alors, place à nos jeunes espoirs en tennis. Maintenant, plusieurs athlètes du Fénois disputent en ce moment le Pacific East Regional Championship. Tout à fait, Sophie. La compétition rassemble les meilleurs joueurs des îles Cook, des Tonga, des Samoa et des Samoa américaines. En U12, chez les garçons, Liam Tai, Myron Lai et Rangia Perol remportent le tournoi par équipe, le tout sans concéder la moindre défaite. La compétition se poursuit jusqu'à samedi à Pago Pago avec les U16, avec les U14 et les U16. Et on fait cap, Désiré, sur Paris à présent pour une belle performance de collégiens et de lycéens du Fénois. Ils ont participé le week-end dernier au championnat de France scolaire d'aviron indoor. Oui, ce sont les élèves du collège de Tiarama, le collège adventiste de Tiarama et 9 lycéens de Tuanu-le-Gaï de Papara qui se sont illustrés dans cette compétition. En individuel, on note notamment la performance de Hanaiki Pahiro, la jeune tahitienne sauf l'argent sur le 500 mètres chez les moins de 19 ans. Par équipe, le lycée de Papara prend la 5e place. Le collège de Tiarama, pour sa première participation, se classe 11e. On les félicite tous pour la performance, Sophie. Félicitations. On reste dans l'Hexagone où un jeune Polynésien passionné de jiu-jitsu brésilien, on le voit juste derrière vous, vient de franchir une étape exceptionnelle. Direction la Bretagne avec Kawai Kokil qui a reçu il y a quelques jours sa ceinture noire de son coach Jojo Barros. Après 17 années de pratique, c'est la consécration pour Kawai. Il décroche enfin le Graal. Mais en dehors du jiu-jitsu brésilien, Kawai est aussi inscrit depuis décembre dernier à l'École nationale de police à Saint-Malo. Et entre révision, évaluation intensive et entraînement, le rythme est plutôt soutenu pour Kawai. Mais la ceinture noire lui ouvre d'autres perspectives tant sur le plan professionnel que sportif. On écoute tout de suite les explications de Kawai. En Bretagne, j'ai trouvé qu'un seul club de JJB. J'y suis allé deux ou trois fois. Et comme c'est assez loin de l'école, du coup, j'ai pas pu retourner plus souvent. Et puis, avec les révisions, c'est un peu compliqué de pratiquer du JJB à l'extérieur. Donc, je m'entraîne à l'intérieur de l'école avec quelques élèves qui pratiquent aussi du JJB. Ceinture noire, ça représente beaucoup pour moi parce que c'est une ceinture que j'attendais, entre guillemets, depuis plusieurs années. Donc, depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je pratique du JJB. Depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 ans. Et ça représente beaucoup pour moi parce que, étant petit, c'est une promesse que j'ai faite à mon père que je serai la plus jeune ceinture noire de la Polynésie française. Jiu-jitsu brésilien. Et je pense qu'aujourd'hui, la promesse a été tenue. Et gagner le maximum de compétitions en ceinture noire, présenter Tahiti sur la plus haute marche du podium en ceinture noire et pourquoi pas passer des barrettes en ceinture noire et rentrer au Fénois pour faire passer une ceinture noire. On souhaite le meilleur pour Kawai pour la suite.
Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, Sophie, sur l'actualité de nos sportifs à l'international. Et merci beaucoup, Désiré, pour toute cette actualité. On te retrouve jeudi prochain avec plaisir. Tout à fait, Sophie. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 5 février. Merci d'être avec nous. 2 rendez-vous à noter ce soir sur TNTV à l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide. Nous vous proposons un court-métrage sur les violences psychologiques et physiques à 19h20. Court-métrage interdit aux moins de 10 ans. Il sera suivi de l'émission Les Grandes Signatures avec la présidente de l'association SOS Suicide. Demain, Mika Delattre sera aux commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit bientôt. Très belle soirée, par avance un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.